Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres de ce mercredi 14 mars. Le CNR, le Conseil national des Républicains, dans l'attente du sort réservé à son leader Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi. Le tribunal de grande instance de Brazzaville en République du Congo doit rendre sa décision ce jeudi sur la levée ou pas du mandat d'arrêt qui pèse sur le chef des miliciens Ninja. Cette levée conditionne-t-elle la mise en œuvre de l'accord de paix? On en débat dans un instant avec nos invités. Au programme également, le Soudan qui ouvre la porte aux investissements dans l'uranium dont il possède la troisième plus grande réserve au monde. Le Soudan qui s'achemine vers un renforcement de l'alliance dite stratégique avec la Russie. Et dans la dernière partie de cette émission, nous nous intéresserons à la gestion des déchets qui ne bénéficient pas d'un traitement adéquat malgré le risque sur la santé des populations et sur l'environnement. Mais la filière du recyclage se développe de plus en plus dans certaines régions du continent. Nous prendrons la direction du Togo. Une société transforme les déchets en ressources. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Almami Kaloko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, également mon complice, Gracia Rukindikiza. Bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Le mandat d'arrêt contre le pasteur Ntoumi va-t-il être levé? La demande doit être examinée ce jeudi au tribunal de grande instance de Brazzaville. Les partisans du chef des miliciens Ninja qui opèrent dans le pool martèlent la nécessité de lever ce mandat d'arrêt dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix signés en décembre 2017 avec le gouvernement. Des accords visant à mettre fin à la crise qui secoue depuis avril 2016 le département du pool. Les précisions dans ce sujet signées Solène Duplessis. Mandat d'arrêt contre Frédéric Bintsamou, connu sous le nom du pasteur Ntoumi, pourrait être bientôt levé. C'est en tout cas ce qu'espèrent les membres de son parti, le Conseil national des Républicains, dont la demande sera examinée ce jeudi 15 mars lors de l'ouverture de la prochaine session criminelle du tribunal de grande instance de Brazzaville. La demande d'annulation du mandat d'arrêt, délivrée en 2016 à l'encontre du chef des miliciens Ninja Ntsiloulou, intervient dans le cadre de l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 avec le gouvernement. Il est normal qu'il y ait une ordonnance soit de non-lieu qui va permettre à ce que la personne puisse jouir de ses droits civils d'abord et politiques. Si les miliciens du pasteur Ntoumi dans le Pool, région au sud de Brazzaville, avaient pris les armes protestant contre la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. L'accord de paix prévoyait la collecte des armes des miliciens et le retour de l'État dans le département du Pool, où les attaques avec les militaires avaient engendré une situation humanitaire difficile. Les Nations Unies devaient envoyer une commission pour voir ce qui s'est passé, les dégâts, et également faire une évaluation. Malheureusement, cette évaluation n'a pas été faite. Le gouvernement n'a pas envoyé des gens, justement, pour sécuriser. Mais c'est plutôt la force publique qui vient, qui continue d'apeurer la population. Les élus locaux de la région du Pool attendent la tenue de procès des Ninja Ntsiloulou, dont les détentions provisoires ont trop duré selon eux. Le mercredi 7 mars 2018, 5 d'entre eux, dont des proches du pasteur Ntoumi, ont été libérés de prison après avoir passé entre 7 et 15 mois en détention provisoire. Le Pool en crise depuis 2 ans. Des accords de paix ont donc été signés en décembre 2017 entre le gouvernement et les miliciens Ninja. La pacification de ce département dépend donc désormais de cette levée du mandat d'arrêt qui pèse contre le pasteur Ntoumi. Gracia Rukindikiza. Oui, parce qu'en fait, il y a eu l'accord qui a été signé, c'est le gouvernement et les miliciens Ninja. Et ces miliciens sont... Le chef de ces miliciens, c'est le pasteur Ntoumi. Donc, on ne peut pas concevoir un accord de paix d'une partie et d'une autre, alors qu'au sein d'une partie, le responsable d'une partie est toujours sous mandat d'arrêt. Donc, cela veut dire que c'est une certaine contradiction. Je pense qu'il faudra que ça soit levé pour que le pasteur Ntoumi ait la liberté de mouvement, la liberté d'action, qu'il puisse voir ces hommes, parce qu'il risque d'y avoir
des problèmes pour la mise en place de cet accord. Donc, c'est aussi, ça sera l'occasion, disons, de discuter de cet accord, parce que cet accord, déjà, il y a des points qui ne sont pas bien éclaircis, que le pasteur Ntoumi conteste ou aimerait beaucoup plus améliorer. Almami Kaloko, comment expliquer que tout ça n'ait pas été discuté en décembre lors de la conclusion de l'accord? Je pense que on ne peut pas mettre tous les points sur la table tout de suite pour faire des accords, c'est par étapes. Mais je pense qu'il faut la libération. Le principal protagoniste de cette crise, c'est le pasteur Ntoumi. En dépit de son côté sombre, la guerre asymétrique qu'il a imposée à ce département du pôle, bien qu'il s'était autoproclamé comme étant le Moïse, le libérateur de cette partie, je pense que l'accord doit être inclusif et sa liberté et la levée de ce mandat va permettre aux différentes parties protagonistes de s'asseoir autour de la table et discuter de tous les points, notamment du retour de la paix, du retour des populations qui ont été déplacées et du désarmement des rebelles ninjas. Est-ce que l'accord de cessez-le-feu conclu donc, entre et le gouvernement et les miliciens ninjas peut éventuellement être remis en question si jamais la levée du mandat d'arrêt n'aboutit pas? Je ne pense pas. Le pasteur Ntoumi peut remettre en question cet accord, mais l'accord en soi va être appliqué parce qu'à un certain moment, il y a les miliciens. En fait, il y a 3 éléments qui interviennent dans le conflit. Il y a la population déjà, la population qui subit, vraiment, qui paie un lourd tribut par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, parce qu'ils sont obligés de se déplacer, certains sont tués, et les militaires sont présents, contrôlent beaucoup les gens. Non. Il y a la deuxième partie, sont les miliciens. Les miliciens, eux, à un certain moment, qui sont fatigués parce que la guerre n'a pas évolué, la guerre, il n'y a pas de base arrière. Donc, ils aimeraient bien qu'il y ait la paix, parce que déjà, dans l'accord, il est promis la démobilisation et la réinsertion. Cela veut dire que les miliciens ont une chance d'être réinsérés dans la vie, avoir, disons, un peu d'argent, créer des entreprises ou réintégrer l'école, qu'il y ait un certain accompagnement. Donc, les deux parties, la population et les miliciens, ont intérêt à ce que cet accord soit appliqué. Par contre, le pasteur Ntoumi, s'il reste sous mandat d'arrêt, il n'a aucun intérêt pour que l'accord soit appliqué. Alors, la question ça sera de savoir combien de miliciens vont accepter, vont continuer à suivre le pasteur Ntoumi s'il veut continuer la guerre. C'est la grande question, mais je pense qu'il n'aura pas la majorité de miliciens qui vont continuer à le suivre parce que déjà, ils ont signé l'accord sans qu'ils soient d'accord sur la totalité. Et lui, il a préféré fermer les yeux par rapport à cette signature. Donc l'accord reste quelque peu problématique, Almami Kaloko. Tout à fait, parce que vous l'avez dit tantôt que tous les points n'ont pas été débattus. L'accord risque d'être remis en cause parce que le principal protagoniste, le cas du principal protagoniste n'a pas été décliné dans les accords qui ont été signés, mais ça a été signé, je crois, par le secrétaire général du Conseil national des Républicains. C'est pas n'importe qui quand même, il a du poids. Je pense que... Mais l'accord quand même peut être remis en cause parce qu'il y a beaucoup de points qui restent en suspens. Alors, c'est donc en avril 2016, avec la réélection du président Denis Sassou Nguesso, que les combats ont éclaté, une crise qui oppose donc les forces de sécurité aux partisans de Frédéric Bintsamou. L'ONU estime que le conflit a fait plus de 130 000 déplacés, plusieurs dizaines de morts. Cette crise pose quand même de nombreuses questions et de par sa nature et sur les responsables aussi de cette crise sur le plan judiciaire. Vers quoi se dirige le Congo ? Bon, sur le plan judiciaire, vous savez bien, la justice appartient à celui qui est au pouvoir. Dans les pays francophones, disons, au moins dans les pays francophones, quand on connaît les pays anglophones, c'est autre chose. La justice n'appartient pas à celui qui est au pouvoir. Dans certains pays, à part les pays où les dictatures se développent, comme l'Ouganda, la Tanzanie, mais dans ce pays, disons, Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, il a encore la main sur la justice, mais l'évolution du pays, l'évolution vraiment après, disons, son élection, c'est que
il y a un problème pour la population, ça n'apaise pas la situation en soi. Je pense que vraiment, si le président voulait aller jusqu'au bout, il pourrait dire « Ok, on signe les accords, on revoit les accords et j'accepte, par exemple, de remettre en cause mon élection et puis d'aller dans une période de transition jusqu'à un certain moment qu'on fasse les élections. » Parce qu'il faut dire, ce n'est pas seulement, le mécontent, ce n'est pas seulement le pasteur Ntoumi. Il y a des généraux qui sont en prison, même des généraux qui étaient proches du président, proches du pouvoir. Donc, ce qui commence à fragiliser le régime en place. Et on a besoin vraiment d'une certaine stabilité du pays pour que le peuple congolais profite de la manne pétrolière du pays. Alors, jusqu'à la fin du mois jusqu'à la fin de l'année plutôt de 2017, le gouvernement congolais qualifiait le pasteur Ntoumi de terroriste. Le gouvernement refusait même de négocier avec lui. Almami Kaloko, qu'est-ce qui a provoqué finalement l'évolution des négociations? Le fait que le gouvernement ait finalement accepté de parler avec les rebelles? C'est l'exigence de la paix, l'exigence de la quiétude, le retour de la paix dans cette région qui est très riche, dans ce département du Poul. C'est vrai que le pasteur Ntoumi, d'ailleurs, qui s'autoproclame Moïse, le libérateur, tout comme le président Nkurunziza, c'est des gens qui se sentent investis d'une mission divine. Mais je pense que l'autorité, celui qui a l'autorité, il a l'obligation de préserver la paix sociale, la quiétude de la population. Mais ce pasteur n'est pas du tout recommandable. Il a soumis cette partie à une guerre asymétrique. Les populations subissent des violences, des viols, il y a eu beaucoup de déplacés. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de très recommandable. Mais l'exigence de la paix, de la quiétude, de la tranquillité de la population, je crois, a poussé les autorités à aller vers l'apaisement et signer cet accord-là. Gratien. Je pense que c'est pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'autres enjeux. Non, oui, justement, je pense que c'est pas cet élément parce que, en fait, il se trouve dans une région où il y a le pétrole, il faut que le train circule de Brazzaville à Pointe-Noire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'activité. Il bloque l'activité du pays. Il bloque aussi les ressources et de l'argent. S'il était perdu dans les montagnes, on aurait pu le laisser ou essayer de le combattre. Mais là, il fallait régler vraiment la question assez rapidement. Parce que non seulement il y a le pouvoir, mais aussi il y a les investisseurs qui commencent à dire attention, il faut régler la question, sinon on risque d'aller ailleurs parce que le pétrole, maintenant, on en trouve presque partout dans les côtes autour de l'Afrique. C'est vraiment la pression. Et puis, ils ont besoin de l'argent, le Congo. Mais la paix a une prééminence sur l'économie, sur le pétrole. Oui, mais, le retour de la paix, je pense que la paix, quand même, on ne peut pas mettre au même pied d'égalité la paix et la paix sociale, la quiétude des populations et la recherche du pétrole. La région du Poul est une région très riche, mais je pense que d'abord et avant tout, c'est la recherche de la stabilité de cette région qui est comme... Vous pouvez avoir une autre interprétation sur votre choix. Je ne crois pas que c'est vraiment la recherche de la stabilité en soi s'il n'y avait pas le pétrole dans cette région, parce qu'on aurait dû laisser, s'ils étaient vraiment dans une partie. On a vu des pays, par exemple, qui étaient en guerre, qui ne voulaient pas vraiment négocier, parce que les rebelles n'étaient pas dans la zone vitale du pays. On peut les laisser, parce que compte tenu du pouvoir, on voit mal comment la négociation, c'est juste, c'est pas vraiment la paix en soi pour la population, parce que c'est un département, il pouvait continuer, mais c'est parce que vraiment c'est la zone vitale, donc il était pratiquement obligé. Et là, il y a eu aussi une pression du FMI. On sait qu'au même moment, il y avait des opérations aussi du FMI à Brazzaville, et ça coïncide aussi à un moment où les négociations ont été enclenchées avec les rebelles. Oui, bien sûr, le FMI exige des chiffres, parce qu'avec le FMI, ce sont les chiffres qui parlent. Ils envoient des experts pour calculer, on ne leur donne pas des éléments tous comme on veut. Alors, pour avoir des chiffres, pour avoir une certaine croissance en produit intérieur brut, il faut travailler, il faut avoir la région où il y a l'argent. Si le FMI estime qu'il va y avoir une certaine baisse de la croissance, baisse du PIB, en raison de problèmes de production, parce que dans la zone, ça risque d'être instable, alors qu'ils sont en négociation, le FMI peut dire « Attendez, on ne va pas vous financer », mais ça met la pression sur le pouvoir de négocier un accord. En principe, le FMI, on dit que le FMI n'entre pas dans des choses politiques, mais
sous le sceau du secret. En fait, il y a des négociations aussi politiques de dire vous devez faire ça et ça pour qu'on vous finance. Et s'il n'y a pas un financement du FMI, il n'y a pas un financement de la Banque mondiale, il y a d'autres pays aussi qui n'interviennent pas, il y a d'autres banques aussi qui ne financent pas quand le FMI a fermé les robinets, comme on le dit. Almami Kaloko. C'est vrai ce que vous dites, mais il y a un autre aspect, parce que non seulement les caisses sont vides, et le gouvernement continue à prendre beaucoup d'argent pour alimenter ce conflit-là, au-delà des matières premières qui sont dans cette partie-là, mais il y a beaucoup d'argent qui sont injectés dans le conflit du pool, et le FMI demande que cela cesse. C'est sûr, vous vous basez sur quel fait pour... Pour faire une guerre, on a besoin de moyens. Depuis combien de temps que ce conflit-là perdure? Après, c'est de façon sporadique, ça vient, ça se calme, tout ça. Mais il y a beaucoup d'argent. Il y a l'armée qui est présente, l'armée congolaise qui est présente dans cette partie-là. Toute guerre occasionne aussi beaucoup d'argent. Donc l'État finance ce conflit-là en prenant l'argent dans les caisses qui sont déjà exsangues. Et là, ce n'est pas une bonne chose, notamment pour le FMI. Le FMI demande que les finances soient saines. Ça n'est pas le cas du Congo. En tout cas, présentement. Je peux vous dire que vraiment, la guerre en soi dans le pool peut ne pas occasionner beaucoup de dépenses de la part du pouvoir, du gouvernement, notamment de l'armée, pour une raison simple. Les militaires sont payés. En faisant la guerre ou sans faire la guerre. Et compte tenu des opérations, ce ne sont pas des opérations assez continues qui font qu'il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de munitions qui sont utilisées. Et je peux vous dire une autre chose, c'est qu'au niveau des armées, en principe au niveau des armées, ils ont des munitions qui ont des durées de vie, au moment où, par exemple, c'est une façon aussi de faire sortir les munitions qui sont... Quand vous faites une guerre, vous faites des dépenses, vous n'allez pas dire Ce n'est pas vraiment une guerre contre un pays. C'est un conflit. Ils sont en guerre contre les rebelles. Oui, mais c'est un conflit qui est pratiquement... C'est un conflit interne, mais ils sont en guerre contre les rebelles, les ninjas. Vous n'allez pas dire qu'ils sont là-bas pour le plaisir d'être là, pour surveiller les populations, pour les priver de leur mouvement, pour priver cette partie-là de la stabilité. Non, ils sont là pour combattre les ninjas du pasteur Toumi. Et pour faire pour mener une guerre, pour le conflit qu'il y a là, demande beaucoup d'argent. Et là, il y a même des articles. C'est pas une guerre continue, c'est pas une guerre continue en disant, c'est pas comme s'il y avait deux fronts, un pays contre un autre pays. Non, mais ça, je n'ai pas dit ça. La rébellion des ninjas. Ils sont forts de plus de 5000 hommes. Ils sont forts de plus de 5000 hommes. Et ces gens-là, il faut les combattre. Pour les combattre, c'est des gens qui terrorisent cette partie-là. Les femmes sont violées parfois, elles subissent des exactions. Donc ça, les militaires sont venus là pour, en tout cas, pour faire en sorte que ces ninjas ne fassent pas ces exactions-là et pour les stopper. Vous n'allez pas dire que pour faire ces actions-là, seulement leur salaire suffit. Non, le salaire ne suffit pas. Toute guerre occasionne des dépenses. Et là aussi, il y a même des articles qui le disent. Notamment, le FMI demande à ce qu'on arrête de prendre l'argent dans les caisses pour... Oui, en fait, les guerres de cette façon-là, en principe, ce qui prend beaucoup d'argent, c'est surtout la corruption, parce qu'il y a beaucoup de généraux qui en profitent pour détourner l'argent. Ça, c'est une autre chose. En réalité, en tout état de cause, il y a l'argent qui sort pour alimenter ce conflit-là. Ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier. Alors, donc, dans un contexte de crise, donc vous pointez le fait que finalement, l'argent peut passer dans le financement du conflit. Un dernier mot peut-être, Gratien Rukindi-Kiza. Bon, oui, pour moi, je suis convaincu que ce n'est pas vraiment la guerre en soi dans le pool, parce que, soi-disant, une guerre... En fait, au niveau... Je termine d'abord. Il y a plus de 120 000 déplacés là, dans ces propos. Vous ne pouvez pas minimiser... La population se déplace, oui, la population se déplace, mais ce ne sont pas des dépenses qui sont... Bon, ça, il y a un autre volet. Vous êtes libre d'avoir une interprétation. Vous ne pouvez pas dire en soi, la guerre, moi je vous dis, militairement, en soi, la guerre en soi, quand ça se passe de cette façon, une guerre occasionne toutes les dépenses. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Je vais vous dire, les rebelles et les militaires finissent des fois par s'habituer, disons même se côtoyer, jusqu'au moment où pratiquement il n'y a pas d'avancée, ni d'un côté ni d'un autre. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir se dit, comme ça commence à s'habituer à ce niveau-là, on va faire la paix parce qu'on constate qu'il risque d'y avoir une sorte de paternalisation entre les deux. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.